Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma chaîne secondaire. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Déjà, on va faire une petite pause sur cette chaîne YouTube parce que les gens, ils sont en vacances, ils pensent pas à faire de l'oseille, ils pensent pas à gagner des sous, à préparer la retraite, ils pensent justement à dépenser l'argent qu'ils ont de côté pour aller en vacances, faire la teuf, comment ça s'appelle là, les boîtes de nuit de jour, là, les beach, je sais plus quoi là. Comme ça danse, le surfeur et tout le monde est content. Et puis après, quand ils rentrent, ils se disent merde. Voilà, mais c'est bien, faut aussi profiter les amis, il faut aller en vacances. C'est vrai que nous on le fait pas assez et c'est souvent contre-productif de pas aller en vacances. Donc justement, Rémi mon ami qui suit dans cette vidéo, on va aller dans son magasin juste après. C'est lui qui m'a dit l'année dernière, qui m'a dit mec, il m'a cassé les couilles. Genre il m'a dit va en vacances, prends des vacances. Genre il m'a harcelé et je me suis dit, il me le disait tellement et en vrai c'est vrai que ça m'a fait un bien de ouf. Donc des fois on est tellement dans nos projets, tellement dans nos trucs qu'on se rend pas compte qu'on a besoin d'un seul coup de dire vas-y on arrête une semaine pour mieux repartir après. Donc voilà, j'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien. Nous déjà je vous le dis, on va y avoir une petite pause sur cette chaîne YouTube, je pense de août à la petite reprise, on va faire un petit mois, ça va faire peut-être une petite pause de 4 vidéos sur la chaîne secondaire. On gardera évidemment la chaîne principale active et donc on va aller chez Rémi, on va parler du marché des montres, de ce qu'on en pense, comment ça fonctionne, ce que c'est un placement, voilà, un petit update sur... je dis un mot en anglais, j'aime pas les mots en anglais comme ça. À chaque fois que je m'énerve comme ça, je vois ma petite carotte avec un string ici, elle est très mignonne. Donc les amis, on va aller voir mon pote DaVinci Watch à Paris. Juste avant, le 2 et le 3 août les amis, c'est la petite foire La Boiserie édition numéro 3. Donc là, ça va être du gros kiff, ça va être des jouets dans tous les sens, des baptêmes dans tous les sens, dans plein d'engins que vous kiffez, il va y avoir plein de bagnoles, il va y avoir plein de partenaires, ça va vraiment être une dinguerie. J'ai commencé à dévoiler des petites montres, des petits trucs justement qu'on va vous faire gagner. Toutes les 2 heures, il y a des lots et des choses qui vont être à gagner. Vous avez vu que le petit bolide qu'on a dévoilé, c'est la Nissan GT-R 35. C'est une voiture que vous avez kiffé. L'année dernière, on avait fait gagner un pick-up. Là, on s'est dit, on va remettre un truc plus ouf. Donc, on a mis la fameuse GT-R de la mort, les gars. Donc, tous ceux qui prendront leur petit billet pour la foire La Boiserie du 2 et 3 août, vous êtes éligible à gagner la Nissan GT-R 35 les gars. Elle sera exposée donc à Dijon pour notre petite foire La Boiserie les amis. C'est dans la description, la petite billetterie, les petites entrées, vous pouvez prendre la bouffe avec. Le but c'est de diminuer les files d'attente qu'il y a eu, aller chercher un ticket pour manger, ensuite refaire la queue pour aller manger, trop de monde etc. C'est pour ça qu'on a divisé vraiment par 3 ou 4 le nombre d'entrées possibles. Mais il y a surtout plein d'activités, beaucoup plus de baptêmes, beaucoup plus de personnes qui vont profiter. Voilà, le but c'est de profiter et d'essayer de vous rendre le truc du mieux possible. Donc voilà les amis, place à la vidéo, on se retrouve à Paris. On va laisser passer cette belle classe S. Putain c'est beau ça. Oh l'intérieur tout marron. S580E. Ça aurait pu être une Maybach. Rémi, ça va? Et toi, mon Lulu? Les amis, on est chez Rémi, les gars. On avait déjà montré sur cette petite chaîne YouTube le nouveau magasin. Et on avait dit qu'il était à côté de l'ancien. Exactement. Et l'ancien, ça y est, c'est... Parce que nous, on a montré le nouveau qui était fait, mais on n'a pas montré ce que tu faisais dans l'ancien. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh bah, écoute, l'ancienne boutique, on en a fait un atelier de polissage haut de gamme. Et on fait, donc, dans le cadre de nos restaurations, des polissages, des expertises. On check l'étanchéité. Tu vois, avant de partir l'été en vacances, c'est bien de checker l'étanchéité de sa montre. La petite révision. Bah, sans parler de révision, même juste être sûr que la montre est bien étanche et que tu peux être baigné avec. On a beaucoup de clients là qui viennent avant l'été pour venir checker si leur montre est étanche et s'ils peuvent passer leurs vacances tranquillement. Voilà. Magnifique. Tu nous montres? Ouais, allez, c'est parti. Putain, le Raptor sur le compteur électrique, il est vénère. Hein. Et là, t'arrives avec ton vélo, tu perds l'avant. Tu fais comme ça là. Oh, t'es mort. Ah ouais. Ah bah oui, du coup, c'est marrant, je m'en rappelle. Ton bureau était là? Le bureau était là, comme ça, ici. Et donc, pour faire simple, tu reconnais la boutique parce qu'en fait, à part retirer le bureau et un peu enlever les différentes choses, on a encore des tableaux à mettre, on va agrémenter. C'est un atelier qui a ouvert le 1er avril. Et donc, comme je te l'expliquais précédemment, on est vraiment spécialisé en polissage haut de gamme. Tu peux nous ramener ta montre que tu as beaucoup portée et on te la remet à neuf. Et on fait même de la recharge laser, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de rajouter de la matière. Mais non, c'est ce que j'ai vu sur internet. Bah, c'est comme les mecs qui font les carters de motocross et qui ressoudent. Ça marche. Bah, ils ressoudent de l'alu, ils mènent avec. C'est ça. Ils ressoudent dedans et ils rajoutent de la matière. Et du coup, après, tu reponces, tu repolis et en gros, le trou que t'avais, tu l'as plus quoi. J'ai créé un Instagram exprès pour l'atelier et dessus, j'ai mis ce qu'on est capable de faire. T'as des montres, elles arrivent effectivement avec des gros trous. On recharge, on repolit et derrière, c'est neuf. Mais du coup, la matière, elle arrive comment avec le laser? En fait, le laser, ils font la matière, mais tu mets quand même de la matière. On a du fil, par exemple, d'acier. Ça, c'est du fil d'acier 904. C'est l'acier Rolex. Rolex utilisait du 316 à l'époque et du 904L qui sont des aciers
d'acier en fait qui sont prévus pour rester dans de l'eau hyper salée pendant très longtemps sans que ça s'oxyde ni quoi que ce soit. Et en fait, il y a différents fils. On a aussi des fils d'or, du fil de platine, etc., etc. Et ça permet de rajouter de la matière et puis après de le souder. Tu vois, donc tu as une optique Leica, tu mets les mains ici et après tu vois avec l'optique, voilà. Et donc tu vois, quand on fait une montre, on démonte totalement la montre. Donc tu vois, tu as le fond de boîte, le cadran, tu as absolument tout. Tout est absolument démonté. Et puis derrière, on polit et voilà. Et donc une montre, parce qu'il nous explique, on a entendu tout et n'importe quoi à l'époque sur les montres, l'entretien, etc. C'est quoi le vrai entretien il y a des années? Alors Rolex préconise un entretien tous les 10 ans. Ah ouais, donc ça va en fait. Rolex sont conscients de la qualité de leurs produits et préconisent un entretien qui est très long. Maintenant, les manufactures un peu plus standards, on va être sur des délais un peu plus courts. Parce que Rolex, c'est vraiment ce qui se fait, voilà, on est sur un tracteur dans l'horlogerie. Tu peux porter ta Rolex, tu vois, on parlait de celle de ta mère qui fait tout avec, qui vit avec, etc. On est sur quelque chose de très costaud et qui fonctionne bien. Maintenant, il y a des maisons qui sont plus fragiles où on pourra le faire plutôt tous les 5 ans, tous les 7 ans, etc., etc. Voilà. Incroyable. Oh, c'est fou tous les systèmes. Ça, c'est des espèces de systèmes de joints là, pour dévisser les lunettes. En gros, c'est pas exactement. Là, c'est des posages. Donc en fait, tout ça, c'est des outils qui ont été créés et fabriqués par Rolex. D'accord. Donc ça, c'est des outils qui sont impossibles à avoir dans le commerce. Pour les avoir, c'est très rare et très coûteux. Et en fait, là, tu as tous les posages Rolex qui vont avec. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à les racheter à une vieille horlogerie Rolex qui ferme ou autre, mais c'est impossible à avoir. Et quand tu sais ce que ça vaut, des potences comme ça Rolex, ça vaut entre 3 et 5 000 € pièce. Et les posages, là, chaque posage, par exemple, tu vas sur eBay, un petit posage comme ça, c'est 500 €, 400 €, 300 €. Voilà. Donc c'est une vraie fortune. Là, pour ouvrir un atelier comme ça, juste pour te donner, parce qu'on est sur ta chaîne d'entrepreneuriat, chaque machine que tu vois, l'horlogerie, c'est très coûteux. Par exemple, la Solvex, l'Elma Solvex qui est derrière là, on est sur une machine qui vaut 17 000 € hors taxe. Mais ça sert à quoi? En gros, dedans, tu as un panier, voilà, où tu mets toutes tes pièces de mouvement. Donc tu as différents niveaux de panier. C'est un nettoyage ultrason? C'est pas que de l'ultrason. Le bac à ultrason, il est là. Là, c'est très simple. Tu as un produit, tu mets le bac, l'ultrason, ça chauffe. Voilà. Là, cette machine, donc là, tu peux allumer, tu as un écran couleur. En fait, il y a différents bacs qui vont venir. Ah oui, dans des bains. Exactement. En fait, ça va prendre le liquide numéro 1, ça va le balancer dedans. Après, il y aura une centrifugeuse, ça va dépressuriser et ça va passer bac par bac. En fait, il y a différents liquides qui servent à nettoyer du plus sale vers le plus propre, etc. Et voilà, c'est une technologie qui est bien. En fait, c'est les gros centres de SAV où les manufactures vont utiliser des machines comme ça. Là, c'est très simple. C'est une vieille machine Rolex qui te permet, quand tu testes l'étanchéité de ta montre, tu mets pas le mouvement. Ah, tu mets un peu sous vide? Exactement. En fait, tu l'allumes et ça te met X barres de pression sur la pièce et ça te permet de voir si les bulles sortent du haut de ta montre, du bas, donc du joint de lunettes, de verre, du fond de boîte, d'un dépoussoir, etc. Et combien de pression sur une montre classique? Bah, ça dépend. Par exemple, ça, c'est une machine à pression. Le moins, on va mettre 3 barres, 5 barres, 10 barres. Ah oui, t'as vu l'épaisseur quand on met 10 barres de pression? On est sur des trucs, voilà, c'est relié à un compresseur. Et donc là, t'as une machine vraiment pour tester l'étanchéité. C'est avec cette machine, tu vois, il y a le ticket qui sort. C'est avec cette machine qu'on va venir tester l'étanchéité voilà, à l'issue de la révision. Et celle-là, ça va permettre de voir si l'étanchéité n'est pas bonne, de voir où la bulle sort au niveau de ta montre pour changer le joint. Trouver la panne. Exactement. Une Datejust et une Dipsy par exemple? Non, une Datejust, c'est 10 barres de pression, donc c'est donné pour 100 mètres. Une Dipsy, t'es à 1300 mètres. C'est pas avec un petit compresseur comme ça de 20 barres que tu vas tester une Dipsy. Ça peut te permettre déjà de voir si elle n'est pas en panne. Oui, nous, déjà, il faut savoir que quand tu testes une Dipsy à plus de 10 barres, il y a peu de gens qui vont utiliser la Dipsy dans les conditions maximum d'utilisation. Il n'y a personne qui va à 200 ou 300 mètres avec sa Dipsy. Je crois qu'à Paris, il n'y a que chez Rolex France où ils ont vraiment le matériel avec le caisson bien spécifique pour la Dipsy. Il y a peut-être d'autres depuis qui se sont équipés, mais c'est rarissime. C'est un matériel qui est très coûteux et juste pour faire quelques Dipsy, quand on en voit passer quelques-unes, c'est pas rentable. Là, on est sur un chronocomparateur. Donc là, tu as un moteur qui va venir tester, il va venir tourner automatiquement et tester ta montre dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'ici, tu as un micro qui est très précis, qui va venir capter les mouvements de ta montre et qui va tester donc l'avance-retard, l'amplitude, etc. Mais avec le moteur, automatiquement, il va le faire dans toutes les positions. Ah ouais, d'accord, pour voir si le mouvement il force avec le poids de la masse. Exactement, avec la force la gravitationnelle, en fait, ton mouvement, il réagit différemment. Là, on est sur une chaufferette. Donc là, tu vois, pour faire sécher les pièces une fois qu'elles sont passées au polissage. Là, on est pour démagnétiser la montre. C'est-à-dire que si tu es passé à côté d'un grand champ magnétique, tu peux avoir altéré la pièce avec le champ magnétique. Donc là, tu viens
viens démagnétiser la montre. Et là, tu as un steamer. Donc là, un steamer, tu as 8 barres de pression avec de la vapeur d'eau. Et ça te permet de tout nettoyer très simplement. Tu vois, tu prends ça et tu as 8 barres de pression. Et ouais, c'est top comme matériel. Ah ouais, c'est fou. Et ce qui est intéressant derrière, et ce qui fait vraiment la particularité de cet atelier, ça va être notre partie polissage, donc tu vois, qui est vraiment à part, où on a du matériel vraiment de manufacture. Voilà, on est sur du Crevoisier, on est sur la Rolls-Royce en matière de machine de polissage. Tu vois, par exemple, Paul, qui est notre horloger polisseur, il est en train de travailler sur un fond de boîte. Voilà. Je rectifie la partie conique des fonds de boîte polis sur les fonds de boîte Rolex. Voilà. Donc tu vois, il a un outil où il peut régler absolument tous les degrés, etc. C'est presque ça, voilà, c'est le concept du tour. Un chariot, ouais. Et en fait, il vient se poser donc sur la barre pour être sur un point fixe. Voilà. Et après, il peut poser ça sur le lapidaire. Donc le lapidaire, tu vois, c'est le disque qui tourne sur lequel on est venu poser un papier abrasif qui va faire que... Et puis là, on voit le bracelet qui est éclaté là et qui est neuf ici, quoi. Oh, Voilà. Incroyable la différence. On dirait que c'est même pas de la même couleur. T'as tout un travail de démontage, de stickage. Je sais pas si tu vois, il y a les sticks, les stickers qui ont été posés, le scotch, pour garder la partie miroir. Et une montre qui a une usure classique, qui est vraiment un peu usée par l'utilisation, peut-être pas autant que moi je l'ai fait, parce que des fois j'ai bricolé. Parfois j'ai fait du tank avec. Ça coûte quoi de la faire remettre très propre comme ça? Alors, nous on va travailler uniquement sur les montres haut de gamme, donc plutôt Rolex, Audemars, Patek, voilà, des montres assez haut de gamme. De par le coût, une montre qui vaut 300-400 €, c'est pas rentable de le faire. Parce que déjà, de tout démonter, tout remonter, il y a des montres, on met plus d'une journée à les faire. Donc on va être sur une Rolex un peu standard à 300-400 €, mais ça peut monter à des 700-800 € sur des pièces très haut de gamme. Voilà, en gros, c'est en fonction du travail. Là, GMK, il y en a une comme si elle avait plein de petits trous. Oui, c'est ce qu'on appelle du Frosted Gold. C'est beau. Frosted, c'est en fait la montre, elle est martelée. C'est très beau, mais le problème du Frosted, si tu veux, c'est qu'à l'utilisation dans le temps, il y a pas mal d'impuretés qui peuvent se mettre dedans, donc ça perd en éclat et ça devient vite un peu sale. Et puis là, pour le refaire, du coup. C'est très complexe. Là, c'est un travail de joaillerie plus que d'horlogerie. Ah ouais, donc là, c'est la petite machine. Donc là, en fait, tu as une bande. Tu vois, la bande, elle est là. C'est comme une courroie. Ouais, c'est un espèce de papier abrasif, mais très léger, quoi. En fait, on a différentes... C'est pas du P80, quoi. En fait, tu vois, il y a différents... Là, c'est le lapidaire qui est monté dessus, mais tu peux y monter ça pour justement faire briller avec les tampons. Ça, c'est les papiers abrasifs que tu peux mettre également Et ça, c'est l'équivalent de quoi? Du 2000, 3000? Alors là, tu vas avoir un équivalent de grain, dans mes souvenirs, c'est du grain 2000 et tu vas avoir du grain 240 aussi. Je crois que là, on est plus proche du 300. C'est le maximum qu'on ait. Le maximum, en vrai, c'est 180, mais on l'utilise très peu. 180, c'est quand tu dois taper dans la matière. Pour retravailler après la lime, pour essayer d'adoucir un peu. Bah, merci pour toutes ces infos. Les amis, petite pause. Je vous pose plein de questions hyper intéressantes à la fin de cette vidéo sur les sujets que je vais tourner. Vous m'avez déjà répondu, donc déjà, je vous remercie une première fois pour ça. Et là, je vous explique ce que je voudrais faire. Je vous explique plein de trucs. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ou alors, si vous êtes des fumiers, zappez et allez directement à la fin. Mais c'est un petit peu relou quand même. Regardez au moins le contenu de la vidéo. Surtout que c'est cool. On va chez notre pote Rémi. Et répondez-moi ces petites questions si vous avez 3 minutes à m'accorder. Je vous fais des gros bisous, les potes. Bonne vidéo. Il y a vraiment une complémentarité avec ce que vous faites à côté. C'est génial. Bah, en fait, on a réussi à internaliser un process. Dans un endroit où il n'y a absolument aucun bâtiment, aucune place. Tu sais, le gros problème, c'est que quand on déposait nos montres, que ce soit dans les différentes manufactures, dans les SAV, etc., quand elles étaient polies, en fait, il faut savoir que dans l'horlogerie, pour les manufactures, le polissage, c'est presque secondaire. C'est-à-dire qu'ils vont porter un grand soin à réviser la montre de façon à ce qu'elle fonctionne très bien, mais ils vont faire, je vais pas dire, ils vont bâcler, ils vont faire un petit nettoyage ou un petit polissage un peu à la va-vite. Mais en vrai, le polissage, c'est comme si en carrosserie en voiture, on te faisait une très belle révision pour tout ton intérieur, le moteur, etc. Et que derrière, en carrosserie, c'était dégueulasse, t'avais de la peau d'orange de partout et que c'était n'importe quoi avec des coulures et tout. C'est bien que ça fonctionne bien, mais que quand tu la regardes, elle soit parfaite, c'est quand même hyper intéressant aussi. Les gens, quand ils achètent une montre d'occasion, en général, ils sont pour ou contre un polissage, etc. Ça dépend. Alors, quand tu achètes une montre de 2025, la montre doit être neuve. Mais quand tu achètes une montre un peu plus vintage ou une montre qui a une histoire, ou demain tu portes ta montre, tu l'as achetée l'année dernière et tu souhaites la revendre, mais pour la revendre le mieux possible, c'est quand même mieux de lui faire un petit polissage. Il y en a plein qui disent « Ah, le polissage, ça enlève de la matière, c'est nul, etc. » Un bon polisseur, c'est quelqu'un qui enlève le moins de matière pour le meilleur rendu. On enlève quasiment rien en fait. En général, on refait la surface, mais sans enlever de la matière en fait. Parfois, on refait la rayure, voilà. Regardez-moi les poulardes, les amis. Régulièrement, je vous suivrai les évolutions de nos poules de batterie qui deviennent de plus en plus des belles rouquines comme on les aime. Vous voyez, là, la crête qui commence à être belle et elle commence à être en bonne santé. Elle
cul encore déplumé, t'as l'impression. Ça se trouve, Dylan, entre midi et deux, il en vient, il en défonce une. En tout cas, juste pour vous dire les amis, on a aussi sorti notre collection de vêtements, la toute nouvelle collection La Boiserie. Elle a beaucoup plu au Drift du Val d'Argenton. On a été aussi à Vaison-Piste à l'événement Starfobar. Ça a beaucoup plu les amis, on a complètement changé ce qu'on a l'habitude de faire avec des nouveaux visuels, des nouveaux textiles, plein de choses comme ça qu'on fait dans notre petite usine à Nantes les gars, à 2 pas du château. Donc si ça vous fait plaisir les amis, allez voir sur le petit site internet. Alors en première page évidemment on vous parle de la foire du 2 et 3 août, mais vous pouvez voir la nouvelle collection qui est juste en dessous et savoir tout ce qu'on vous a sorti les potes. Et là tu vois, ce qui est intéressant c'est qu'on a rentré une nouvelle marque qui s'appelle Furlan Marie, qui est une marque neuve. Donc avant on le fait toujours, c'est vraiment notre cœur de métier, tout ce qui est marché gris, seconde main, Rolex, Audemars Patek, etc. C'est quoi le plus gros? C'est 60%, 70% de Rolex? En matière de vente, on doit être à 70% de Rolex et après dans le reste, dans les 30%, tu mets du Audemars, du Patek, du Jaune, Vacheron, etc. Là, on a rentré une marque neuve qui est une marque qui est quand même très accessible parce que les Mecha Quartz, ils commencent à 790 €. Ils sont sympas, ouais. Ouais, bah ouais. Et en gros, là, on est sur des Mecha Quartz et là, on est sur des pièces automatiques, donc ça va. La plus chère, la Disco, on va être dans les 3000 €. La corne de vache, tu vas être à 1500 € et sinon, sur les pièces Mecha Quartz comme la vitrine qui est à l'intérieur, on a tous les coloris à 790 € et ça permet en fait aux clients de mettre un pied à l'étrier. Soit pour faire un cadeau, soit pour avoir une montre qui est moins chère en fonction des environnements où ils vont. Quand ils vont dans tel pays, dans tel voyage, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une montre à 10, 20, 30, etc. Et c'est moi leur revendeur en France. C'est fabriqué pour ces montres-là en Suisse, celle-ci en Asie, les Mecha Quartz. Commence à y avoir de plus en plus de montres sympas, pas des énormes budgets, pour les gens qui ont envie de se faire plaisir sans mettre 10, 15, 20 000 €. Quoi. Tu sais, le gros problème, c'est qu'on fait des vidéos ensemble depuis très longtemps. Il y a pas mal de gens, souvent, que ce soit de tes vidéos ou d'Akram, etc., qui me disent on veut acheter des montres chez vous, mais moi, c'est vrai que le ticket d'entrée chez moi, il est à 8-10 000 €. Et tout le monde ne met pas 8-10 000 € dans une montre. Oui. Et ça permet, avec les Furlan, de rentrer chez Da Vinci à partir de 790 € et d'avoir quelque chose qui est très beau, très quali. Mais il n'y a pas 50 marques ici, quoi. Il y a Vacheron Constantin également. Tu vois, la bleue, là, on vient de la vendre aujourd'hui. C'est une très belle manufacture. Vacheron Constantin, 1755, on est sur une qualité aussi belle que Patek Philippe. Et là, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps. Exactement, voilà, des belles Patek. Elles sont très jolies, mais c'est vrai que c'est fou que il y a des fois des gens qui comprennent pas que ils se disent bah techniquement la montre elle est pas beaucoup plus avancée technologiquement qu'une montre à 10 000. Oui, je suis d'accord, mais alors ça va être des matériaux différents, des finitions différentes et un ADN différent. Aujourd'hui, tu vas me parler d'une... on peut prendre un exemple. Tu as une vieille Ferrari, une 250 GTO qui vaut 25 millions d'euros. Bah, au niveau, elle a 4 roues comme ta 206 et elle a moins de technologie. Ouais, donc il y a un moment où c'est pas la technologie qui fait le prix. On revient à une discussion qu'on avait eue en se disant bah, une Richard Mille qui vaut X centaines de milliers d'euros, est-ce que technologiquement c'est autant justifié et on s'est rendu compte que oui. Proportionnellement, peut-être pas, je parle en proportion, mais ils utilisent des matériaux qui sont absolument incroyables et les technologies qui sont dedans. Il y a des Richard Mille qui peuvent prendre XG dedans. Quand tu vois un Nadal qui frappe avec une Richard Mille au poignet, je peux te dire que tu lui mets n'importe laquelle de ses montres au poignet, tu tapes pas longtemps avec. Et oui, ils ont mis un G-mètre dans celle de Rafael Nadal. Donc en fait, en fonction de la vitesse où il va taper la balle avec sa raquette, tu as un capteur de G qui va dire il y a eu tant de G dans le truc. Il y a pour Sébastien Loeb, ils ont fait une montre avec une inclinaison, les virages et tout. Enfin, il y a... Ah non, mais il y a une vraie technologie. Il y a une vraie technologie. Donc pour moi, le prix parfois n'est pas forcément justifié, mais il y a quand même une technologie derrière, etc. Mais il y a aussi une grosse part de marketing. Quand on met 300 000, ils peuvent faire la même montre à 100 000. Oui, mais on pourrait dire la même chose de celle-ci, tu vois, qui est une Patek qui vaut peut-être, je sais pas, 150 000 €. Alors, laquelle? Bah, une en or. Là, tu prends la Nautilus en or. La Nautilus en or, là, aujourd'hui, tu es sur une montre chez Patek qui va coûter dans les 60 000 €. Et en diamètre 40 aujourd'hui. Chez Patek, aujourd'hui, tu es plus l'équivalent, tu es plus dans les 80. Et puis sur le marché, c'est une pièce qui va coûter plus dans les plus de 100 000 €. Est-ce que tu nous fais un petit tour à l'intérieur? Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que ça donne depuis l'ouverture? Les gens sont contents? Est-ce que ça a généré plus de ventes? Oui, ça a généré plus de trafic parce que plus de visibilité, plus de communication. Hop, voilà. Je te disais que la boutique, effectivement, de par son envergure, j'ai plus de montres en vitrine, plus de montres à vendre, donc plus de clients potentiels. C'est vrai qu'il y avait des samedis, on arrivait, fallait que les gens attendent et tout, là c'est bien. Maintenant on a le salon en bas, on a les postes ici, exactement. Donc ça fait un peu les gens un peu moins les uns sur les autres. On a plus de montres. Ah oui, vous avez pris plus de stock. Oui, ouais, on a plus de stock. Et tu vois, c'est ces montres-là dont je te parlais. Et ça doit être super compliqué, c'est un peu comme les voitures chères, je trouve, parce que par exemple dans une période comme il y a un petit peu plus d'un an là où tous les prix ont redescendu, si toi tu les as achetés cher, du coup tu dois vendre des montres. C'est le jeu. Moins cher que tu les as achetés? Oui,
c'est arrivé. Il y a quelques montres sur lesquelles j'ai perdu de l'argent, mais en fait, on a connu une période tellement faste en 2021-2022. Il y a des montres, tu les achetais 50 000, tu les vendais 80 000. Donc, quand tu gagnais 30 000 euros, tu sais, faut regarder, faut faire un peu voilà, une moyenne un peu sur tout ça. Faut pas regarder que les pertes. Tu sais, quand le marché est descendu, il y a des montres que t'as pas vendues. Moi, j'ai très peu perdu d'argent. Je pense que j'ai dû perdre sur 3 montres. Il y a des vraies sommes. Il y a une montre sur laquelle je vais perdre 60 000 euros. Mais c'est pas grave parce que lisser sur plusieurs années, etc. Bien sûr, mais c'est le business. C'est le jeu, c'est le business, exactement. Le businessman qui te dit qu'il a gagné à tous les coups, j'aimerais bien le rencontrer. Bah oui, non, ça n'existe pas. Et franchement, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vrai que c'est ce marché où ça va augmenter, redescendre, etc. Là, c'est que ça reste le bon moment. Là. Ben, on reste sur un marché qui est bas actuellement et là, on est déjà sur une tendance où on sent que... Moi, je vois, c'est ce que je t'expliquais avant qu'on se mette à filmer, c'est que les 2 derniers mois, j'ai fait des très très beaux mois et que ça tourne très très fort. Les gens, ils se disent c'est peut-être la bonne occasion aussi parce que pendant le fait que ça ait bien baissé, ça fait que les gens ont de nouveau beaucoup plus les moyens de se faire plaisir. Est-ce que tu penses que ça va remonter? Je pense. Il n'y a pas de raison, c'est des cycles. Comme tous les cycles, c'est comme si tu dis la bourse, est-ce que ça va remonter? Les cryptos, est-ce que ça va remonter? Ça monte et ça descend, c'est des cycles. Après, il y a des cycles plus courts, des cycles plus longs. Ça va forcément remonter. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que moi, je vois ça tout le temps pareil pour la bourse. C'est pas des mauvais achats, quoi, mais il faut quand même tenir compte de tout parce que le but, c'est quand même de donner des conseils et des avis de gens qui font. Bah, toi, à un moment donné, t'as un magasin, c'est comme une voiture. Faut pas oublier qu'il y a quand même des cartes grises associées, des trucs. Alors oui, le spécialiste, il va peut-être trouver une Porsche sur laquelle tu perds pas d'argent, mais il y a quand même des coûts associés, comme ici. Là où toi, t'arrives à proposer quelque chose d'intéressant aux clients, c'est que t'es au prix du marché, en ayant réussi à prendre la com qui fait tourner tout ça. Tout se fait à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut bien acheter pour pouvoir vendre au bon prix en englobant justement toutes les charges qui sont autour. Parce que je serais toujours plus cher que le cousin qui vend à son copain ou sur le bon coin ou tout ça. Parce que j'apporte une garantie, parce que j'apporte une fiabilité et une boutique. Une expertise et tout ça. C'est ça aussi qui fait que moi j'aurais pu acheter aujourd'hui moi-même certaines voitures et que je veux pas de problème parce que des fois pour des voitures à 1000 balles, tu te retrouves au tribunal, ça m'est arrivé de vendre des TDS. Où je me retrouve au tribunal parce qu'il y a un truc qui va pas, qu'on aurait pu régler comme ça. Et l'avantage des fois de dire bah oui, tu payes soit un peu plus cher, soit quand tu revends, tu perds un tout petit peu ou t'as moins, ou tu gagnes moins simplement. Hein. Mais t'as la tranquillité. Voilà, tu vois, moteur essence avec mon Aventador, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, alors qu'à la base c'est une voiture où quand même par rapport au prix d'achat et aujourd'hui, elle a pris de la valeur. Mais j'ai pas perdu d'argent. Eux, ils ont pu inclure dedans quand même de quoi faire travailler leur boutique, c'est top quoi. Tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec la bourse. La bourse, t'as vraiment une notion d'investissement parce qu'il n'y a rien de tangible. Tu vas investir ton argent, tu l'auras plus à disposition et t'attends que ça monte ou que ça descende. Une montre, la différence, et moi, tout le monde me parle d'investissement, mais quand je te vends ta montre, t'es là pour te faire plaisir. Voilà. Donc il y a toujours une part où tu te dis je veux pas perdre. C'est bien de rappeler ça et tu le fais dans chaque vidéo. Mais c'est important. Arrêtons de parler d'investissement. Oui, il y a plein de gens qui ont de l'argent, mais non, mais bien sûr que c'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse de se faire plaisir. Oh, c'est un investissement, j'y vais. Et il rentre chez toi. Voilà, alors moi, je vends que des maisons qui sont effectivement plus rares et qui ont une cote, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de manufactures aujourd'hui où quand tu vas acheter ta montre, je vais pas citer les noms, mais c'est pas des marques que je vends. Tu sors de la boutique, tu perds des sous. Bah, c'est pas que tu perds des sous, c'est que derrière, pour arriver à la revendre, pour juste même récupérer des sous, en perdre, c'est une chose. Ne pas en avoir, c'est encore autre chose. Non, mais là, pour moi, on est vraiment. Il y a beaucoup de similitudes avec l'automobile. Et il y a certaines marques de voitures où quand tu vas prendre le bon modèle avec les bons kilométrages, la bonne config, le bon truc où tu sais que tu vas pas perdre. Mais déjà, c'est beau quand tu perds pas. Parce que même les montres, je veux dire, en fonction du marché, toi, quand tu vas la racheter, il faut que tu aies quand même une com pour faire vivre le magasin, pour donner une garantie au client qui va la prendre derrière, etc. Faut pas croire que quand tu achètes une Rolex ou une Submariner, une classique, on va dire, que tu vas la vendre 10 000 de plus, quoi. Faut arrêter de croire. Mais alors, figure-toi que c'est arrivé. Mais c'est pas un fantasme, c'est arrivé très souvent. J'ai fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Maintenant, à aucun moment, quand j'ai vendu la pièce à l'époque, j'ai dit vous gagnerez de l'argent. Faut pas tenir ce discours. Parce que si tu t'engages sur ce type de discours, ça veut dire que tu es voyant et que tu sais que ça va monter, etc. Moi, je le fais pour moi, mais de l'investissement, tu le fais pour toi. Je conseille les gens, mais je rappelle à tout le monde que l'horlogerie, c'est avant tout un achat plaisir plus que d'investissement. Il y a plein de gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais je préfère pas mettre ça en avant parce que c'est pas ce que je vends en fait. Bah oui, celui qui l'a acheté il y a 2 ans et qui veut la vendre maintenant, il va sûrement perdre. Oui, 2021-2022, le marché était haut. À part s'il l'a acheté vraiment prix boutique et que c'est un produit qui restait très haut parce que c'est encore arrivé, mais celui qui a acheté son Daytona acier à 45 000 € alors que ça en vaut 30 aujourd'hui, lui, vaut mieux qu'il la garde, qu'il attende de voir si ça remonte et qu'il en profite de sa montre. Et je me posais aussi une question, tu sais, j'ai toujours été chez Rolex pour me balader quoi. Enfin, on m'a toujours dit, il n'y a rien à vendre. Je suis allé la semaine dernière, on avait un rendez-vous, on passait vers Place Vendôme. Je me dis, tiens, je m'arrête pour voir. Bien sûr. J'y vais et là, ils ont des Rolex à vendre. Ouais, en or. Mais c'est
à chaque fois, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au 1er février, le prix de l'or a augmenté considérablement. Donc, eux, ils ont réajusté leur prix et tout l'or chez Rolex a pris 14%. C'est-à-dire que le marché qui était ce qu'il est, le prix boutique, lui, est monté de 14%. Donc, le prix boutique est monté au-dessus du marché. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vends des Rolex en or qui sont moins chers que ce que tu peux les avoir chez Rolex. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les clients, on les appelle pour un Daytona en or, une Day-Date en or. Elle vaut, je te dis une bêtise, 50 000 € chez Rolex. Chez moi, elle va être à 42, 43, 44 000 €. Donc, les gens, ils se disent, je préfère l'acheter à 43 000 chez Da Vinci que d'aller chez Rolex. Mais c'est fou parce que en arrivant là-bas, je dis, vous avez pas de montre à vendre pour rigoler, tu vois. Parce que moi, je suis toujours dans l'idée de me dire, pourquoi pas demain, il y a une petite Submariner à 8 000 €. Il y aura pas. Tout ce qui est petite Datejust, petite Submariner, petite Daytona, GMT, tous les trucs qu'on a sait qui sont très demandés. Et là, il me dit, GMT, tac, et donc il m'en sort une en or rose. Bah oui, tout en rose. Après, il me montre, il me dit j'ai une Day-Date. Voilà, tout en or. Bah c'est fou, une Day-Date en or. Ouais, mais chez moi, tu vas la payer, je te dis une bêtise, dans les 40 000, chez eux, tu vas la payer dans les 50. Donc, le client qui la veut, il se dit, mais attends, pourquoi j'irais donner 10 000 de plus chez Rolex? En fait, on revient sur un modèle qu'on avait avant 2018. Ça va être eux le marché gris. Non, c'est qu'à l'époque, ces boutiques, ils avaient besoin de nous, le marché gris, pour vendre ce type de pièces. C'est-à-dire que nous, on avait, je te dis une bêtise, 15-20%, même plus. Toute transparence, on avait 30% parfois chez Rolex. Et nous, on proposait 15 ou 20% au client final. Eux, ça leur sortait de la marchandise. Nous, on gagnait notre vie. Le client, il avait un prix, tout le monde était content. C'était comme ça que ça fonctionnait. Le marché gris, à la base, c'est pas on vend plus cher des montres qui sont introuvables. C'est on vend moins cher des montres qui sont disponibles en boutique. Le marché de base, c'était ça. Et aujourd'hui, en fait, quand tu vas chez Rolex, la GMT tout or avec la lunette noire et chocolat, elle est disponible parce qu'aujourd'hui, chez Rolex, j'ai pas les prix en tête, mais elle est beaucoup plus chère que sur le prix du marché. Ah ouais, d'accord, c'est marrant parce que c'est moi qui me suis fait la réflexion et je sais qu'il y a des abonnés à chaque fois qui nous disent mais comment ça se fait qu'on trouve jamais de montres quand on va dans une boutique Rolex? C'est du marketing. Et il y a aussi le fait qu'ils aient pas assez de production. Alors, c'est pas du marketing. Ça crée l'attente aussi. À la base, la Daytona acier, au début des années 2000, on est sur une des seules références de toute l'horlogerie où il y a vraiment de l'attente. C'est-à-dire qu'à l'époque, normalement, tu en avais 10 en vitrine et tu n'avais plus qu'à te servir. Là, sur la Daytona, dans les années 2000, la Daytona en acier, qui existait en blanc et en noir, tu avais déjà 6 mois, 1 an. Donc, ils se sont rendus compte que plus tu créais la rareté, plus il y avait de la demande. Et donc, il y a eu un marketing par la rareté. Mais aujourd'hui, Rolex est vraiment victime de son succès. C'est-à-dire que de temps en temps, par chance, tu y vas, tu tombes sur une Submariner acier. Non. La Submariner acier, il n'y aura pas de temps en temps, par chance, tu vas dans la boutique. Il y a des gens qui sont sur liste de souhait. Ah ouais, d'accord, oui, bah oui, du coup. Et ils seront appelés systématiquement. Mais une Submariner acier, aujourd'hui, ça vaut, je te dis une bêtise, autour de 10 000 € en boutique. Ça vaut 12-13 sur le marché. Il y aura toujours des gens qui vont les acheter, qui les veulent, etc. Il y aura toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. D'accord, donc c'est des gens où on va les appeler, on va leur dire il y a 2 ans, vous aviez commandé un truc, elle va arriver dans 3 mois, soyez prêts, quoi. On sait exactement ça. Sur la Submariner acier, on est sur des petits modèles. Quand tu commences à rentrer sur des Day-Date à 40-50 000 € ou des GMT tout or à 40-50 000 €, déjà tu es sur une autre clientèle, une autre demande et ils ont beaucoup plus de mal à les vendre aujourd'hui. Depuis que Rolex a augmenté ses prix. Ouais, à cause de l'augmentation du prix de l'or. Exactement, tout est lié. Ils peuvent pas vendre la même montre sachant que l'or était à 50 000 € le kilo et aujourd'hui c'est à 100 000. Ils peuvent pas vendre la même montre avec le même poids d'or au même prix. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. D'avoir mis une petite pile dans ma montre gravée aussi. Oui, c'est vrai. J'ai pas osé nettoyer à l'ultrason parce que j'avais peur que la couleur sur le bracelet. Bah voilà. Donc on a fait un tout petit nettoyage, changement de pile, vérification étanchéité sur ta Breitling, elle est parfaite. Et sur le hublot, le petit maillon et comme ça t'es bon. Magnifique. Merci pour tout. Avec plaisir. Les amis, on vous met le petit compte Instagram et puis celui aussi de l'atelier. Mais c'est très impressionnant parce qu'on met les avant-après. Donc tu as des montres qui sont toutes rayées, tu as des montres où il y a besoin de recharge laser. Là on est au début du compte donc on l'alimente. Mais c'est impressionnant et ça permet vraiment de voir comment ça évolue. On vous met tout ça dans la description les amis. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre la prochaine fois. Merci. Les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo chez notre ami Da Vinci Watch. Moi aussi, j'ai une belle horlogerie derrière là. Regardez-moi ça. C'est presque aussi compliqué qu'une montre. Bon, peut-être que les éléments sont juste un poil plus gros. Si vous avez kiffé les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Très important. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va faire une petite pause là. Parce que c'est l'été, c'est les vacances. Voilà, on va laisser aussi profiter les gens. Bordel, tout le monde a le droit de se reposer sur cette terre. Donc uniquement sur cette chaîne évidemment. Et on reviendra en septembre les amis, plus fort que jamais avec des vidéos qui vont vous faire kiffer, des interviews, des petites choses que j'avais un petit peu arrêtées parce que j'étais trop dans tous mes sujets. Ça va nous permettre de nous reconcentrer sur ce que vous voulez le plus et puis vraiment faire des sujets où vous avez envie d'apprendre des choses. Donc mettez dans les commentaires le genre de vidéo que vous avez préféré depuis le début de la chaîne, que vous aimeriez que je puisse développer. Soit des interviews d'entrepreneurs, soit des vidéos sur l'immobilier en allant plus loin. J'ai prévu plein de vidéos comme je disais, donc avec des avocats, des commissaires aux comptes, etc. Dites-moi ce que vous kiffez le plus. Moi j'ai vraiment envie de parler de tout
Si avec moi, j'irais même parler d'une qualité de bois pour faire les charpentes et à faire des reportages là-dessus, si avec moi et que j'avais le temps, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire 1 milliard de vidéos de tout sujet, tout me passionne dans la vie. Et c'est ça qui est chiant parce que je sais que je vais mourir un jour en me disant mais tu vois, j'ai pas visité l'usine qui fait les bâches de ça. J'aimerais bien savoir comment les mecs qui fabriquent les tanks, comment les mecs qui font de l'inox, tu vois. Parce que je sais que l'inox, il y a un trait tout le long là. Donc ça veut dire que c'est une feuille qui arrive. Est-ce que ça passe dans un rouleau? Est-ce que comment les mecs ils les ressoudent? Est-ce qu'ils vendent plus du diamètre 100 que du diamètre 90? Tu vois, j'ai envie de savoir tout ça. J'ai envie de documenter ça. Mais je vais mourir avant de pouvoir tout faire parce que j'aurais peut-être fait ça, mais j'aurais pas fait, tu vois, rencontrer un mec qui vend des caméras de surveillance avec des systèmes d'IA. Tu vois, moi je me demande comment ça se fait que les caméras de surveillance du château, elles arrivent à faire la différence entre une vache, un chien ou un humain. Et quand on reçoit une notification, c'est quand c'est un humain. Et des fois, et moi ça m'est déjà arrivé les gars, d'avoir une vache qui s'en va, qui passe là, et la nuit elle est là. Et j'ai même une fois été la ramasser dans les douves. Au détecteur, elle est flashée, mais il voit que c'est une vache. Donc il nous envoie pas une notif en mode réveillez-vous avec des lance-roquettes, c'est la guerre. C'est un truc de ouf quand même. Mais ça, j'aimerais qu'on m'explique comment ça fonctionne. J'aimerais qu'on m'explique comment, voilà, j'ai envie de tout savoir. Et c'est chiant parce que j'ai qu'une vie. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, en gros, voilà, mettez les commentaires, les amis, en nous disant vraiment ce que vous kiffez comme vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la rentrée en septembre. Allez, topette.